L'expression de géopolitique de la nature se décline de deux manières différentes, comme le montrent très bien les contributions qu'on a reçues dans le cadre de ce dossier de la revue internationale et stratégique. D'une part, la géopolitique de la nature comme objet. Ça concerne principalement la manière dont la nature, en fait, s'insère comme objet dans nos processus politiques et géopolitiques. Par exemple, la manière dont les partis politiques nationaux s'emparent de l'objet nature et l'intègrent à leur programme politique. Ou alors au niveau européen, la manière dont les différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en fait s'emparent de la question de la nature dans le cadre du pacte vert européen. Ou au niveau international, la manière dont les différentes parties prenantes discutent de la nature dans le cadre de la COP21 ou de la COP26. Donc ces discussions en fait se font dans le cadre d'institutions comme le GIEC, comme la plateforme pour la biodiversité ou comme l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce sont des conversations qui sont façonnées de manière à la fois sociale et scientifique, comme le montrent très bien Catherine et Raphaël Larère dans ce numéro. Donc ça, c'est le premier sens de la géopolitique de la nature. Il y a un deuxième sens de l'expression géopolitique de la nature. Pour ceux qui ont fait quelques études littéraires, on fait la distinction entre le génitif objectif et le génitif subjectif. Et dans ce deuxième cadre, en fait, la géopolitique de la nature, c'est plus seulement la manière dont la nature s'intègre à la politique et la géopolitique comme objet, c'est en fait la manière dont la nature est actrice, agente, sujet, matrice du politique. Par exemple, c'est le cas lorsque les partis politiques nationaux refaçonnent leur programme politique à l'aune des ruptures écologiques elles-mêmes. Elle est matrice lorsque, par exemple, on octroie des droits juridiques à certains êtres naturels du type les rivières ou les fleuves. On en discute notamment avec Philippe Descola dans ce numéro. En Colombie, en Nouvelle-Zélande, en Équateur, mais aussi en France avec le cas de la Loire. Donc elle est, dans ce sens-là, elle est matrice du politique, mais elle est également actrice du géopolitique. Actrice, agente, sujet, acteur. Et c'est le cas lorsque, par exemple, le réchauffement climatique ou la hausse du niveau de la mer viennent remettre en cause les équilibres géopolitiques eux-mêmes et rendent difficile de penser en fait les rapports internationaux uniquement sous la forme d'un échiquier où vous n'auriez que en fait des rapports de force dans des jeux à somme nulle entre États-nations. Dans ces cas-là, la nature fait irruption dans ces processus politiques et géopolitiques et remet en cause en réalité certains de leurs fondements mêmes. On a tendance à penser le jeu international à l'école de la métaphore de l'échiquier mondial. Sur un échiquier, vous avez des cases avec des pièces. Les cases sont toutes extérieures les unes aux autres et les pièces sont également toutes extérieures les unes aux autres. Ça correspond peu ou prou à l'idée que en fait, des États-nations jouent à des jeux de puissance qui sont in fine des jeux à somme nulle. Ça, c'est la généalogie un peu classique de la géopolitique européenne. Simplement, lorsque des êtres naturels font irruption dans le jeu international, sous la forme du réchauffement climatique ou sous la forme de la hausse du niveau de la mer, ces agents ont en fait leur propre raison d'être. Et ça remet en cause en fait la notion d'échiquier, et ça nous oblige presque en fait à déconstruire cette idée d'échiquier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la nature de la géopolitique n'est pas immuable, elle est construite. Elle a été façonnée à un certain moment de l'histoire. Elle a été principalement façonnée lors de la première modernité, où en fait, les différentes souverainetés européennes se sont consolidées autour du modèle de l'État-nation. Et en fait, on a réparti la puissance entre différents États-nations, et ensuite on a étendu le modèle de l'État-nation hors d'Europe. On a exporté ce modèle. Et à ce moment très précis de l'histoire, la notion d'extérieur, la notion d'espace, la notion de nature était en fait une manière pour les États-nations de considérer ce qui était extérieur à eux comme des espaces à conquérir
à dominer ou des espaces dont on pourrait extraire des ressources. Donc en fait, la nature, enfin la généalogie classique de la géopolitique a été façonnée, elle a été construite. Et donc elle peut être refaçonnée et elle peut être déconstruite. Et c'est ce que nous force à faire, en fait, la prise de conscience écologique contemporaine. Les contributeurs de ce numéro, à mon avis, nous donnent deux pistes principales pour essayer de décliner concrètement cette géopolitique de la nature, qui en est véritablement au balbutiement. On en est vraiment tout au début. Il y a presque tout à inventer. Pour moi, les deux pistes principales sont les suivantes. Tout d'abord, se décoller du présent, et ensuite se décoller aussi de l'expérience européenne, voire de l'expérience occidentale. Donc, première piste, se décoller du présent. Les institutions européennes, notamment aujourd'hui, lorsqu'elles prônent une Europe géopolitique, je ne suis pas certain qu'elles comprennent bien l'étymologie et toute l'histoire du terme géopolitique. En réalité, si on essaye de se décoller un peu du présent, on en parle notamment avec Philippe Descola dans ce numéro, on s'aperçoit très vite que en fait, la première modernité européenne est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Elle est pleine de souverainetés qui se recoupent. Vous avez la puissance du pape, vous avez la puissance du roi, vous avez la puissance du seigneur, et en fait, toutes ces différentes souverainetés s'entrecoupent sur le territoire européen. Vous avez toute une série de cités-États, vous avez Gênes, vous avez Venise, vous avez la Ligue hanséatique, et à cette période-là, lorsque l'Europe n'est pas consolidée sous la forme d'États-nations, vous avez une forme de souveraineté qui est à la fois très fluide et qui se superpose. C'est ce que j'appelle en fait la souveraineté en palimpseste. Et en fait, on a toujours eu cette expérience-là en Europe. Elle était là avant, donc lorsqu'on parle d'Europe aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de la forme juridique de l'Union européenne, on parle de toutes ces différentes expériences de souveraineté, de lien au territoire, qu'il convient de reconvoquer aujourd'hui de nouveau. Et c'est en décentrant le regard vers le passé, à mon avis, qu'on peut faire émerger ces potentialités dans le présent et donc esquisser de nouvelles pistes pour le futur. La deuxième piste, c'est se décoller de l'expérience européenne, voire occidentale, et décentrer le regard, aller voir comment ça se passe ailleurs. C'est ce que font par exemple les travaux de Philippe Descola, qui parcourent les visions du monde qui sont radicalement non occidentales, et ça permet en retour de remettre en question la vision du monde européenne et occidentale. Et donc en ça recompose toutes les catégories traditionnelles par lesquelles on interprète la géopolitique d'aujourd'hui, que ce soit la catégorie de lieu, de territoire, d'État, de souveraineté, et à mon avis la catégorie de géopolitique elle-même.